profonde et l'embolie pulmonaire constituent à elles deux ce qu'on appelle globalement la maladie thromboembolique veineuse. Alors, le point de départ de tous ces problèmes, le plus souvent, c'est les membres inférieurs. Vous savez que le sang en veineux, le sang, regardez, il monte, il va d'en bas vers le haut. Vers le haut, si on suit la vascularisation, c'est-à-dire le réseau veineux. Donc là, ça va monter donc, au niveau de tout le réseau veineux du membre inférieur pour aller vers la veine fémorale qui va rejoindre la veine inférieure, qui plus loin le cœur droit. Ça va envoyer ce sang veineux, donc vous le savez très bien, riche en CO2 vers les poumons pour que ce sang soit épuré du CO2, qu'il soit enrichi en oxygène, puis renvoyé vers le reste du corps. Donc, le problème se pose où? Se pose au niveau de ce réseau veineux. Quand on regarde bien, au niveau de nos veines, parce qu'à la différence des artères qui sont élastiques, les veines, je ne dis pas que ce sont des conduits tout simples, mais c'est des conduits où à l'intérieur, on a ce qu'on appelle des valvules qui s'ouvrent et se referment et qui permettent d'envoyer le sang vers le haut. D'accord? Donc, mais pour que ça puisse envoyer du sang vers le haut, parce qu'il faut savoir que là, on va lutter contre la pesanteur, il faut bien sûr qu'il y ait un mouvement de sang. Qui dit mouvement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui déambule, c'est quelqu'un qui fait des mouvements, même s'il est allongé, il fait des mouvements. Et donc, par là même, le sang va être chassé de bas vers le haut. Et donc, il y a ces valvules qui s'ouvrent, le sang est éjecté, entre guillemets éjecté, en fait, il est drainé vers le haut, donc veine fémorale, veine cave inférieure, puis vers le cœur droit. Donc, il faut savoir que c'est un réseau qui, je ne sais pas ce qui se passe, c'est un réseau donc qui n'est pas si élastique que ça, c'est-à-dire s'il y a stase veineuse, s'il y a stase veineuse, s'il y a accumulation de sang, ce qui va se passer, c'est que le sang va s'accumuler dans ces veines, et ces veines, certains le voient, certains le vivent dans leur quotidien, ces veines engorgées de sang vont se dilater, et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui s'appelle d'ailleurs les varices des membres inférieurs. Ce sont des zones de veines qui, en se dilatant, s'engorgent de sang, se dilatent si vous voulez, et donc il y a une petite stagnation de sang. Ce sang n'arrive pas à être drainé facilement vers le haut. Alors, la thrombose veineuse, c'est quoi? C'est la constitution d'un thrombus, c'est la constitution d'un caillot au niveau de ce réseau veineux. Ce thrombus, pour qu'il se constitue pas tout seul comme ça. Sinon, c'est tout le monde qui aurait justement des thrombus au niveau du réseau veineux. En fait, le thrombus, pour qu'il se constitue, la première des choses, il faudrait qu'il y ait une stase veineuse, c'est-à-dire une accumulation de sang dans le réseau veineux. C'est-à-dire que c'est un sang qui est mal chassé vers le haut, qui a tendance à stagner. Après, il y a le facteur pariétal. C'est quoi facteur pariétal? C'est quoi cela veut dire quoi? Qu'il y a un problème au niveau de la paroi de cette veine. Il y a une lésion, par exemple, il y a une lésion au niveau de cette veine qui fait que la paroi est altérée. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, c'est un peu lourd pour vous, mais quand la paroi est altérée, elle va provoquer une cascade comment dire, pas de réaction, une cascade oui, si vous voulez, de réaction, une cascade enzymatique, une cascade ça va amorcer quoi? Ça va amorcer la coagulation. Un exemple tout bête. Vous vous blessez, ça enclenche quoi? Ça enclenche un phénomène d'hémostase. Toute la cascade de l'hémostase va s'amorcer pour constituer en bout de course un caillot de sang qui va faire en sorte d'arrêter le saignement au niveau de cette plaie. Ça, c'est pour vos plaies extériorisées. Alors, au niveau de votre réseau veineux, quand il y a une lésion au niveau de cette veine, eh ben, ce qui va s'amorcer automatiquement, c'est tout le phénomène d'hémostase qui va donc faciliter la formation d'un caillot. Formation d'autant plus facilitée par la stase veineuse. Il y a du sang qui stagne. Et puis, troisième facteur, c'est l'hypercoagulabilité. Il faut savoir que certaines personnes ont tendance à avoir un sang un peu plus visqueux que d'autres. Certaines personnes, vous avez dû faire ça dans l'hémostase, ont tendance à avoir
plus tendance à coaguler que d'autres, parce qu'il y a un juste équilibre dans notre physiologie. Vous savez, on a des facteurs procoagulants et des facteurs qui vont ralentir la coagulation, qui vont empêcher la coagulation. Et c'est ce juste équilibre qui fait qu'on ne coagule pas à tout bout de champ. On n'a pas de caillots de sang qui circulent. Chez certains, par contre, il y a cette tendance à l'hypercoagulabilité. Je dirais que c'est des maladies particulièrement rares. Mais chez ceux-là, si vous voulez, pour peu qu'il y ait une stase veineuse, pour peu qu'il y ait une altération de la paroi de la veine, il y aura tendance à fabriquer ce thrombus. Et par là même, donc, former ce qu'on appelle la thrombose veineuse profonde. Donc, je le redis, il y a une stase veineuse. La stase veineuse, c'est du sang qui stagne. Le sang stagne chez qui? Chez les gens qui ne bougent pas trop, qui sont immobilisés. Les raisons, on va les voir dans un petit moment. C'est des sangs qui ont un sang particulièrement visqueux. C'est des sangs qui ont des veines particulièrement dilatées, les varices des membres inférieurs. Deuxième facteur d'altération de la paroi, généralement, c'est des traumatismes. Par exemple, un cathéter veineux. Vous savez, quand on met un cathéter, on le met dans une veine, et quand on le place dans une veine, on va léser la paroi de la veine. Et enfin, la modification du sang, en fait, je viens de vous le dire, il y a un équilibre entre les facteurs de la coagulation et donc les facteurs procoagulants et anticoagulants. Donc, et c'est ce juste équilibre qui fait que notre sang ne coagule pas. Pour peu qu'il y ait un déséquilibre en faveur de la coagulation, vous aurez un sang qui aura tendance à coaguler plus facilement et par la même former ces thrombus. Alors, le thrombus, quand il naît, vous le devinez, le plus souvent, ça se passe où? Ça se passe au niveau des membres inférieurs. Parce qu'il y a la pesanteur, donc le sang, pour qu'il remonte, il doit lutter contre la pesanteur. Après, la position debout prolongée, etc., fait que le réseau veineux des membres inférieurs, notamment chez les femmes, est un peu plus dilaté. Les valvules que je vous ai montrées tout à l'heure ne fonctionnent pas si bien que ça. Donc, ce sang a tendance à stagner dans des veines qui se dilatent. Et donc, par là même, il va y avoir cette tendance à former des thrombus. Alors, voilà comment ça se passe. Donc, le sang coagule, plutôt, le sang stagne, les valvules la chasse vers le haut ne se fait pas correctement, tendance à l'hypercoagulabilité, tendance à la stase sanguine. Tout ça fait que on risque d'avoir cette formation de thrombus. Alors, est-ce que c'est tout le monde qui fait ces thromboses veineuses? Heureusement, non. Il y a des causes particulières. Nous, médecins, quand on suspecte une thrombose veineuse profonde, ça ne sera pas chez tout le monde, ce sera chez certaines personnes. En chirurgie, par exemple, les patients d'orthopédie. C'est que les patients d'orthopédie, c'est des patients qui restent alités. C'est des patients qui vont être immobilisés pendant longtemps, donc ils ne vont pas bouger. Et si on ne bouge pas, vous n'avez pas cette contraction. Vous savez, le sang, comment il est chassé vers le haut à partir du réseau veineux des membres inférieurs. Et par exemple, le fait de marcher fait qu'on contracte et qu'on relâche nos muscles. Il y a des mouvements de contraction et relâchement du muscle. Et ça va masser, entre guillemets, ça va un petit peu provoquer une sorte de massage des veines. Et c'est ça ce qui fait que notre sang va avoir cette tendance à être chassé vers le haut. C'est par ces mouvements qu'on fait, donc c'est cette contraction, relâchement du muscle qui va, entre guillemets, masser, si vous voulez, nos veines, et c'est ce qui permet à nos veines de chasser le sang veineux, donc le sang vers le haut. Alors, toutes les chirurgies orthopédiques qui nécessitent donc une certaine immobilisation du patient, qui fait que ce sera un patient qui ne bougera pas, ces patients-là vont avoir tendance ils risquent de faire des thromboses veineuses. La chirurgie abdominale lourde, forcément, si c'est de la chirurgie abdominale lourde, c'est quelqu'un qui va rester alité longtemps en post-opératoire. La neurochirurgie, enfin bref, toutes les chirurgies majeures qui, elles, vont faire que le patient va rester un peu plus longtemps alité et par là même bouger nettement moins et avoir cette tendance il y aura cette tendance à ce que ce sang stagne au niveau des membres inférieurs. En traumatologie, c'est un peu particulier parce que quand on a des fractures, des entorses, etc., on a des plâtres. Et ces plâtres vont donc entraîner une immobilisation du membre et par là même une stagnation sanguine. L'obstétrique, l'accouchement,
césarienne, tout ce qui est chirurgie gynécologique, tout ce qui est abdominopelvien, eh ben, toutes ces choses-là vont entraîner donc un alitement et par là même une stagnation de sang. Donc, l'immobilisation du fait d'un alitement chez un sujet âgé, une paralysie, un truc tout bête, un voyage, quelqu'un qui reste assis dans un taxi ou dans un avion pendant 7-8 heures sans bouger, pour peu qu'il soit quand même peut-être un petit peu obèse, pour peu qu'il y ait un mauvais réseau veineux avec des varices, hein, pour peu qu'il y ait un peu d'hyperviscosité sanguine, et cela peut faire des thromboses veineuses profondes. Ce n'est pas systématique, mais c'est des facteurs favorisants. Forcément aussi, plus on est âgé, plus notre réseau veineux est défectueux, hein. On n'a pas de varices quand on est jeune, on en a probablement quand on est un peu plus âgé. Les thrombophilies, alors là, c'est quoi les thrombophilies? C'est justement ces maladies sanguines où c'est des personnes qui ont cette tendance à faire de la coagulation sanguine, à coaguler, c'est des maladies très rares, où il y a un équilibre, je vous dis parce que nous, on a un certain équilibre entre procoagulant, anticoagulant. Vous savez, c'est équilibré, c'est ce qui fait qu'on ne coagule pas, qu'on ne fait pas de thrombus. Mais après, certains ont ces pathologies-là, ces maladies du sang particulières, assez rares, mais qui sont là. Alors, pour peu que ce soit des gens qui, en plus de cette maladie, rare certes, sont alités, eh ben, ils auront tendance à faire des thrombus et des thromboses veineuses le risque est un peu plus élevé chez eux que chez des personnes qui sont alitées pour la même pathologie médicale ou chirurgicale sur une durée équivalente. Mais comme chez une personne, il y a cette thrombophilie, eh ben, c'est une personne qui va avoir tendance à coaguler un peu plus, à faire son thrombus. Il faut savoir aussi que les patients porteurs de maladies néoplasiques, c'est-à-dire les cancéreux, ont cette tendance à faire des thrombus, des thromboses veineuses, de même que toutes les maladies inflammatoires chroniques. Les médicaments, les œstroprogestatifs sont connus pour être justement à l'origine parfois de thromboses veineuses parce qu'il y a cette hypercoagulabilité qui est là. De même que dans tout ce qui est les médications pour aussi stimulation ovarienne, inducteurs, les inductions, etc., dans le cadre justement donc de traitement de stérilité. Des traitements hormonaux substituts de la ménopause, il faut savoir que c'est essentiellement des œstrogènes et donc qui dit traitement œstrogénique dit forcément c'est-à-dire c'est des médicaments qui favorisent justement cette tendance à l'hypercoagulation. La chimiothérapie, de toute façon, la chimiothérapie, c'est des maladies, c'est des cancéreux. De même que toutes les maladies cardiovasculaires qui sont à l'origine d'un mauvais flux sanguin dans notre réseau à la fois veineux et artériel. Il faut savoir que si on ne fait pas systématiquement des thromboses veineuses, c'est parce qu'on a un cœur qui contracte bien. Moi, je le dis toujours, le cœur, c'est une pompe cardiaque. Ça envoie du sang, ça récupère du sang, ça éjecte du sang, et cela se fait de manière très régulière. Vous avez un rythme cardiaque régulier, vous avez un cœur, c'est une pompe qui fonctionne normalement. Donc, vous avez un flux sanguin qui est continu, qui est régulier. Vous avez un sang qui est bien fluide et un sang fluide qui circule de manière régulière, etc., aura moins tendance, aura tendance à ne pas, comment dire, il y aura moins de risque de coagulation. Vous savez, si le flux sanguin est correct, forcément, si le flux sanguin est régulier et correct, avec une pompe cardiaque qui est efficace, vous avez du sang qui circule, vous avez un flux sanguin. Et quand il y a un flux de sang régulier, il n'y aura pas cette tendance à la coagulation. Vous avez du sang qui bouge. Et enfin, l'obésité. Les obèses ont plus tendance à coaguler que les autres, à faire des thrombus que les autres. Alors, imaginez le malade typique, le malade typique qui va vous faire une thrombose veineuse, c'est le patient obèse, opéré pour cancer de l'estomac. Donc, vous avez l'obésité, vous avez un cancer de l'estomac, donc une pathologie cancéreuse, qui se fait opérer. On a dit que toutes les chirurgies, quand même, un cancer de l'estomac, ce n'est pas rien sur le plan chirurgical, donc c'est une grosse chirurgie, et qui en plus va rester par la suite alité pendant plusieurs jours. Donc, ce genre de patient va
il a de fortes chances, entre guillemets chances, de faire ce qu'on appelle une thrombose veineuse profonde. Et vous l'avez deviné, pour éviter qu'il fasse une thrombose veineuse profonde, pour éviter ça, on va instaurer un traitement préventif. Là, je saute, si vous voulez, à la fin, un traitement préventif. Et ce traitement préventif, c'est quoi? C'est justement des héparines que vous connaissez, les héparines à bas poids moléculaire. On va leur donner à ces patients-là, on va lui administrer quotidiennement une héparine bas poids moléculaire qui va permettre de garder ce sang un petit peu fluide pour éviter que ce patient ait tendance à faire une thrombose veineuse profonde. Là, c'est le cas classique typique. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le diagnostic. Il faut savoir qu'une thrombose veineuse profonde, on l'a dit tout à l'heure, c'est un thrombus qui se crée, qui se constitue au niveau du membre inférieur, essentiellement au niveau d'un mollet. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les deux jambes et on va voir qu'il y a un mollet qui est un petit peu plus grand que l'autre, un petit peu plus gros. D'ailleurs, nous, on mesure ça avec un mètre ruban et on va voir que c'est vrai, il y a un mollet qui est plus grand que l'autre parce qu'il faut savoir que la thrombose veineuse profonde, quand elle se constitue, souvent c'est unilatéral et ce n'est pas bilatéral. Après, vous avez ce membre qui est donc un petit peu plus volumineux que l'autre, donc un mollet plus volumineux. Quand on touche, c'est plutôt chaud. Et quand on touche, non seulement c'est chaud, mais ça fait mal, hein, ça fait un petit peu mal. Et on peut même observer des veines qui sont dilatées. On va voir un réseau veineux dilaté, toujours en unilatéral. C'est toujours d'un seul côté. Alors, bien sûr, nous, médecins, on va faire des examens paracliniques pour étayer notre diagnostic. On va doser les dédimères. Les dédimères, c'est quoi? Les dédimères, en fait, vous savez, si vous revoyez un petit peu vos cours d'hémostase, donc vous avez la cascade, donc l'hémostase primaire puis l'hémostase secondaire, formation du caillot. Après, il y aura automatiquement ce qu'on appelle une fibrinolyse. Le caillot va commencer à se dégrader. En se dégradant, il va libérer des produits qu'on appelle les produits de dégradation de la fibrine. Là, je vous renvoie à vos cours d'hémostase. Donc, produits de la dégradation de la fibrine, dont les dédimères. Alors, si on ne coagule pas, on ne va pas dégrader notre caillot. Et donc, il n'y aura pas automatiquement production de dédimères. Maintenant, si on coagule, on va produire en bout de course des dédimères. C'est automatique. Alors, donc quand on va doser, ce n'est pas quand on ne trouve pas de dédimères, ça veut dire qu'il n'y a pas de thrombose, et quand on en trouve, ça veut dire qu'il y a thrombose veineuse profonde. Non. Parce qu'en fait, dans notre vie quotidienne, il y a des micro-traumatismes. On se cogne contre la porte, il y a des zones d'appui. Donc, à chaque fois qu'il y aura des petits micro-traumatismes, on va enclencher un phénomène d'hémostase. Et qui dit phénomène d'hémostase, si minime soit-il, il va y avoir en bout de course un caillot et en bout de course des produits de dégradation de la fibrine et donc des dédimères. Et donc forcément, tout un chacun, enfin, parmi les sujets normaux, quand on doit doser ces dédimères, on va en trouver, sauf qu'on va en trouver, mais à une valeur inférieure à 500 nanogrammes par millilitre. Donc, si c'est moins de 500 nanogrammes par millilitre, c'est que le sujet est normal. Donc, il n'y a pas de thrombose veineuse. Par contre, si on est à plus de 500 nanogrammes par millilitre, ça peut être une thrombose veineuse, mais ça peut être autre chose. Ah, si c'est quelqu'un qui a eu un traumatisme, qui dit traumatisme dit phénomène d'hémostase, et qui dit hémostase dit produit de dégradation de la fibrine. Là, je vous parle du gros traumatisme, pas des micro-traumatismes dans les zones d'appui, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on dose les dédimères, si elles sont en deçà de 500 nanogrammes par millilitre, c'est que c'est quelqu'un de normal. Hein. Il ne fabrique pas plus de caillots qu'il n'en faut. Donc, il ne fait pas de thrombose veineuse, de maladie thromboembolique globalement. Par contre, s'il dépasse les 500 nanogrammes, ça peut être une maladie thromboembolique comme ça peut être autre chose. Il faut savoir une chose, quand on fait un cancer, on a des dédimères élevés. Quand on a une maladie rhumatismale ou une maladie inflammatoire chronique, on fait des dédimères élevés. Hein, par exemple, quand on accouche ou bien quand on se fait opérer, quand on se fait opérer, il y a un phénomène il y a un traumatisme parce qu'il y a eu l'incision, etc. Qui dit incision dit automatiquement phénomène d'hémostase pour pouvoir coaguler et puis cicatriser par la suite. Donc, il y aura formation de dédimères. Donc,
Des dimères moins de 500, vous ne faites pas de maladie thromboembolique, ça au moins on est tranquille, mais si la personne a plus de 500, ça peut être une maladie thrombolique, ça peut être autre chose. Et là, bien sûr, nous médecins, on va aller sur d'autres examens. Par exemple, le Doppler veineux, on va faire un Doppler, une échographie donc au niveau du réseau veineux du membre inférieur. Et là, on va voir l'échographie au niveau du réseau veineux du membre inférieur, va nous montrer le thrombus bien comme il faut. Alors, très bien. Passons à l'aspect thérapeutique, c'est ça ce qui vous concerne essentiellement. Donc, quand on va traiter une thrombose veineuse profonde, le principe c'est quoi? En fait, c'est détruire ce caillot. Pourquoi on le détruit? Parce que si on le laisse, il va aller se balader. Et il va se balader où? Ben, si vous regardez bien l'anatomie et le réseau veineux, il est au niveau donc d'une veine du mollet, d'une grosse veine du mollet. Ce thrombus, ce caillot va monter dans la veine fémorale. De la veine fémorale, il va aller à la veine cave inférieure. De la veine cave inférieure, il va déverser dans le cœur droit. Et le cœur droit va éjecter son sang riche en CO2 vers le poumon, vers la circulation pulmonaire, par l'artère pulmonaire. Et c'est au niveau du poumon, donc vous avez l'artère pulmonaire qui est très grosse, qui va se ramifier en plusieurs artérioles, et ensuite ces artérioles qui vont se ramifier en capillaires. Et en face de ces capillaires, il y a quoi? Il y a les alvéoles du poumon. Ces alvéoles, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont servir de l'oxygène qu'on a inspiré pour récupérer le CO2. OK? Donc, pour récupérer le CO2. Mais, si ce réseau veineux qui monte, donc qui monte vers le cœur droit, il y a un caillot dedans, ben ce caillot ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer par le cœur droit, il va monter dans l'artère pulmonaire. Bon, l'artère pulmonaire, c'est un gros tuyau. Le caillot n'est pas aussi gros que l'artère pulmonaire, sauf si c'est vraiment un gros caillot. Et puis, ce caillot va avancer avec le flux sanguin à l'intérieur du poumon. Et puis, il viendra un moment donné où il n'arrivera plus à passer parce qu'il va tomber, il va bloquer dans une petite artère, une artériole, qui est de petit calibre. Alors, il faut savoir qu'en la bloquant, il va créer, donc ça s'appelle un embole, d'où le terme embolie pulmonaire. Et donc, en se bloquant, il va en fait bloquer, empêcher le sang qui vient d'en bas de passer, d'arriver vers les poumons, du moins dans cette partie du poumon irriguée par cette artère, pour déposer le CO2 et récupérer de l'oxygène. C'est vrai qu'il y a d'autres territoires du poumon qui sont vascularisés, où il n'y a pas le caillot qui a bouché les autres vaisseaux, mais il y a au moins cette partie du poumon irriguée par cette artère, cette petite artériole pulmonaire, eh bien, qui ne recevra plus de sang riche en CO2 pour l'envoyer vers l'extérieur et récupérer l'oxygène pour le donner au corps, enfin pour oxygéner l'organisme. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce caillot va obstruer, il va faire obstacle, et d'où ce mot d'embolie pulmonaire. Je m'arrête ici, on va faire ça tout à l'heure. Alors, comment dissoudre un caillot de sang? C'est très simple, on va donner des anticoagulants. Et dans les anticoagulants, vous avez les héparines et vous avez les anticoagulants oraux. Alors, les héparines. Les héparines, vous les connaissez, vous avez dû faire ça en pharmacie. Alors, en pharmacologie, les héparines de bas poids moléculaire, communément appelées les HBPM. Alors, les HBPM, là j'ai oublié de vous mettre le nom de l'HBPM dont je parle ici, l'énoxaparine, communément appelée l'Ovenox. Bon, on ne va pas faire la publicité pour les labos, l'énoxaparine. L'énoxaparine, a la posologie de 70 à 100 unités par kilo toutes les 12 heures. Ça, c'est pour l'énoxaparine. J'ai oublié de mettre le nom de l'HBPM dont je parle ici. Donc, c'est 2 fois par jour, bien sûr, à la même heure. C'est-à-dire, si je fais à 8 heures du matin, l'autre sera à 20 heures et le lendemain à 8 heures et ainsi de suite. Bon, il y a certains HBPM qu'on administre 1 fois par jour. Mais le plus souvent, on va aller sur l'énoxaparine. Il faut savoir que l'énoxaparine, si c'est un patient insuffisant rénal, elle va s'accumuler, il va y avoir un problème d'élimination. Et si c'est donc un patient insuffisant rénal, le fait qu'il y ait accumulation, à un moment donné, il va y avoir un surdosage en HBPM. Donc, la prescription des HBPM en vue de traiter une thrombose veineuse profonde ne doit se faire qu'après vérification de la fonction rénale de l'individu. Maintenant, si c'est un patient qui est insuffisant rénal, avec quoi on va traiter? Avec quelle autre héparine on va traiter? Il y a une héparine
qu'on peut utiliser à ce moment-là, ce qu'on appelle l'héparine non fractionnée. Sauf que cette héparine non fractionnée ne va pas être utilisée en sous-cutané comme les héparines de bas poids moléculaire. Là encore, j'avais oublié de mettre que c'est en sous-cutané. Donc, je répète, héparine bas poids moléculaire type enoxaparine, 70 à 100 unités kilo toutes les 12 heures en sous-cutané. Respectons bien sûr les intervalles, c'est-à-dire c'est toujours à la même heure. En cas d'insuffisance rénale, on va donner une héparine non fractionnée. Alors, l'héparine non fractionnée, c'est une héparine donc, qui va être administrée en intraveineux, sauf qu'elle va être administrée en intraveineux d'abord, on va donner d'abord un premier bolus à raison de 100 unités kilo, et puis ensuite, on va la donner en continu. Alors, en continu, ça peut être une perfusion, mais la meilleure des choses à faire, c'est de l'administrer grâce à une seringue électrique. Vous savez, c'est des seringues qu'on utilise en réanimation pour ceux qui connaissent. Donc, on va calculer donc, la posologie à administrer, sachant que c'est 500 unités par kilo par jour. Cette personne pèse 60 kilos. 500 unités fois 60 kilos, ça nous fait 5 fois 6, donc 3000. Donc, 30 000 unités jour. Eh bien, ces 30 000 unités, on va calculer de manière à les administrer sur 24 heures. Il faut savoir que le pouce-seringue, c'est une sorte d'appareil où on met une grosse seringue qui va être connectée au patient. Et donc, on va régler le débit de cet appareil de manière à ce que l'administration du produit se fasse justement, cette posologie qui est donc de 30 000 unités kilo, se fasse sur 24 heures. Je répète, 500 unités par kilo par jour. La personne pèse 60 kilos. 500 fois 60, ça me fait 30 000 unités. 30 000 unités que j'administrerai en 24 heures. Mais pour être sûr que la personne reçoive cette héparine de manière régulière, à une posologie vraiment distillée, c'est-à-dire une posologie administrée, de manière continue, eh bien, ça sera grâce à cette seringue électrique, à ce pouce-seringue. C'est une sorte de chariot électrique avec un débit, un régulateur de débit. On pose cette seringue, c'est un peu particulier. On pose la seringue dessus, on met notre débit de manière à ce que ces 30 000 unités couvrent les 24 heures. Bon, bien sûr, ça, c'est des calculs. C'est 100 unités kilo en bolus, en IV direct. Après, c'est 500 unités par kilo sur 24 heures. Oui, mais après, est-ce qu'on est efficace ou pas? Parce que le but, c'est quoi, en fait? C'est, on donne des héparines, on donne une héparine au patient de manière à diminuer, à ce que le sang soit hypocoagulé, d'accord? À passer en hypocoagulabilité. Pas une hypocoagulabilité majeure, sinon le patient va faire une hémorragie sévère. Mais pour être efficace, il faudrait que notre TCA, notre temps de céphaline activé, soit à 2 fois le témoin. Chez un sujet normal, généralement, notre TCA, il est équivalent à celui témoin. Ça, vous l'avez vu dans votre module d'hémostase. Donc, pour être en hypocoagulation, pas trop aussi, mais en hypocoagulation efficace, parce qu'en étant en hypocoagulation, le thrombus va se dissoudre, donc il faut être à 2 fois le témoin. C'est-à-dire témoin, par exemple, à 26 secondes, et bien le TCA du patient qu'on est en train de traiter doit être à 26 fois 2, c'est-à-dire 52 secondes. Voilà. Par exemple, si votre témoin est à 26 et que votre patient est à 30 ou 35, ben c'est presque pareil. On n'est pas du tout efficace. Hein, on n'a pas donné de l'héparine aux doses voulues pour hypocoaguler notre sang, le sang du patient, je veux dire. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout efficace et donc il faudrait augmenter les doses. Dire les doses connues, c'est 100 unités par kilo en bolus, mais après, en IV, on donne 500 unités par kilo par jour, mais après, il y a des susceptibilités individuelles. Il y a des gens qui ont un sang un peu plus visqueux que d'autres. Il y en a qui ont un sang qui a tendance à coaguler un peu plus que d'autres. Donc, ce n'est pas des posologies fixes. On donne ça et ensuite on module avec le TCA. Après, bien sûr, il n'y a pas que le TCA à surveiller. Il faut faire une numération et surveiller les plaquettes. Parce que comme effet secondaire de l'administration des héparines, que ce soit les HBPM ou les héparines non fractionnées, c'est la chute du taux de plaquettes. Donc, le taux de plaquettes doit être vérifié, doit être contrôlé 2 fois par semaine.
Après, très bien, on agit, on a donné soit des HBPM, soit une héparine non fractionnée, c'est très bien. Mais après, à un moment donné, bon, ok, le caillot a été dissous, les dédimères sont en train de se normaliser. Quand je dis se normaliser, c'est-à-dire passer en deçà de 500. On fait notre échographie veineuse, notre Doppler vasculaire, on ne voit plus le thrombus. Même cliniquement, quand on touche le mollet du patient, il est souple. Là, les deux jambes sont pareilles. Ça veut dire que bon, il n'y a plus le thrombus. Mais on ne va pas laisser le patient indéfiniment sous les héparines. Sauf que si on arrête brutalement, le risque, c'est que le patient refasse de nouveau un autre thrombus. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est faire un relais avec un autre anticoagulant. Sauf que ce qui est un peu plus facile, je dirais entre guillemets, à utiliser, surtout si le patient doit sortir ensuite chez lui à domicile, c'est donner un anticoagulant oral. Et les anticoagulants oraux que vous connaissez, essentiellement, vous avez le plus commun, c'est les antivitamines K. Alors, bien sûr, les antivitamines K, quand on les administre, on ne les donne pas, c'est-à-dire je donne mon HNF ou mon héparine, mon HBPM, et après j'arrête l'HBPM et je commence mes AVK. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que mon AVK, quand je le donne, il faut savoir que le délai d'action pour qu'un AVK que vous connaissez pour celui qu'on connaît le plus, c'est le Syntron. Quand vous l'administrez, il faut savoir qu'il n'agit pas dans les 2 heures qui suivent ou dans la demi-heure qui suit. On a besoin à peu près de 24 heures à peu près pour qu'il commence à agir. Et donc, si vous arrêtez aujourd'hui à 15 heures vos héparines et vous commencez maintenant vos AVK, il faut savoir que votre Syntron ne va commencer à agir que demain vers 14h, 15h et que donc, du coup, votre patient, pendant à peu près 24 heures de temps, va rester sans héparine, sans anticoagulation. Et c'est à ce moment-là qu'il risque de refaire un thrombus. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est commencer le Syntron en gardant l'héparine. Après le Syntron, c'est pareil que pour les HNF, pour être sûr qu'il est efficace. C'est-à-dire, efficace veut dire quoi? Efficace, ça veut dire je suis passé en hypocoagulabilité avec le Syntron. Eh ben, je dois vérifier quoi? Là, il n'agit pas sur le TCA, mais il agit donc sur notre TP. Il faut que le taux de prothrombine soit entre 25 et 35 et notre INR entre 2 et 3. Donc, c'est à ces valeurs-là qu'on peut se dire que si on arrête l'héparine et qu'on laisse juste l'AVK, notre patient sera en hypocoagulation. Ah, on arrive à INR 2 à 3, TP entre 25 et 35, je suis dans la zone thérapeutique, je suis efficace avec mon Syntron, je peux me permettre d'arrêter mon héparine. Et là, à ce moment-là, mon Syntron, je le garde. Bon, alors le Syntron, ça dépend. Il y en a chez qui on commence à un demi-comprimé, chez d'autres, on commencera à un quart. Je reviens à mon patient de 60 kg, il était sous héparine, je décide de passer aux AVK, je commence avec un demi-comprimé de Syntron. Très bien. Je commence avec mon demi-comprimé de Syntron, je fais mon TP et INR. 24 heures après, je suis à 25-35 de TP, INR entre 2 et 3. C'est très bien. J'arrête mon héparine. Mais si par hasard, mon TP est à 80 et que mon INR est à 1, là, je ne suis pas du tout efficace. C'est-à-dire que si je viens arrêter mon héparine, avec mon Syntron, je ne suis pas en hypocoagulabilité. Or, ce que je veux, c'est garder mon patient en hypocoagulabilité. Je dis modérée, parce que sinon il va saigner de partout. Modérée, de manière à éviter une récidive de ma thrombose. Donc, qu'est-ce que je fais? Chez ce patient, j'étais à 1,5 comprimé, mon TP 80 et mon INR à 1. Qu'est-ce que je fais? Je monte à 3/4. Parce qu'il faut savoir, c'est des comprimés, c'est câble en 4. Donc, je jongle avec mes comprimés jusqu'à ce que j'obtienne, et en général, au bout de 24-48 heures, j'arrive à avoir la posologie la plus adéquate pour pouvoir arrêter mon héparine. Par exemple, si par malheur, avec 1,5, je suis avec un TP à 20 et une INR à 3,5, là, j'ai peut-être surdosé mon patient. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de lui donner un quart, plutôt 1,5, je vais donner un quart de comprimé.
Peut-être qu'avec un quart de comprimé, là, je vais recontrôler. Mon TP va remonter à entre 25 et 35 et mon INR va se situer entre 2 et 3. Donc là, je vous ai récapitulé sur cette plaque la manière de chevaucher. Quand je mets mes héparines, mon TCA doit être à 2 fois le témoin pour être sûr que mon patient est hypocoagulé. Maintenant, quand je mets mon AVK, il faut savoir que mon Syntron, quand je l'instaure au patient, il n'agit pas tout de suite. Donc, il y a un timing pendant lequel je dois le laisser couvert. Et c'est pour ça que je ne commence pas mon Syntron ici, quand j'arrête mon héparine. Je commence mon Syntron un petit peu avant, en général 24 heures avant, 24-48 heures avant. Et là, qu'est-ce que je fais pendant cette période-là, pendant laquelle j'ai à la fois mon héparine et mon Syntron? Généralement, c'est 24-36 heures. Je contrôle mon TP, je contrôle mon INR. Dès que mon TP se situe entre 25 et 35 et mon INR entre 2 et 3, j'arrête mon héparine et je peux rester avec mon Syntron tout seul. Donc, sur ce tableau que je vais vous laisser ensuite sur le support, vous avez donc les HNF avec les posologies et la manière de contrôler. N'oubliez jamais les plaquettes. L'énoxaparine, et puis vous avez le Syntron et un autre anticoagulant oral qu'on utilise actuellement, le Xarelto. Je vous ai parlé essentiellement du Syntron parce que c'est quand même un médicament un peu plus facile d'accès au commun des citoyens, remboursable, alors que le Xarelto coûte particulièrement cher et n'est pas remboursable par l'assurance maladie. Donc, c'est plutôt le Syntron qui est utilisé. Alors, là encore, sur ce tableau-là, je passe rapidement dessus parce que c'est de la lecture. Je ne vais pas vous faire de la lecture des avantages, inconvénients, contre-indications et indications des héparines non fractionnées, des héparines à bas poids moléculaire, des AVK ou des anticoagulants oraux. Donc, là, je vous ai parlé tout à l'heure des effets secondaires et des inconvénients des héparines. Je vous ai dit, il faut surveiller le patient quand on administre des héparines, que ce soit des HBPM ou des héparines non fractionnées, parce que le risque, c'est la thrombopénie. Et puis, bien sûr, faire attention quand on utilise des HBPM, parce qu'il y a le problème de l'insuffisance rénale. Donc, avant d'instaurer une HBPM, il faut vérifier la fonction rénale du patient. Si le patient est en insuffisance rénale, il vaut mieux donner une HNF. Bien sûr, les aux héparines, il faudra bien sûr une surveillance très régulière du TP et INR. Bien sûr, ces AVK sont contre-indiqués en cas de grossesse. Donc, ça, je ne vous fais pas lecture de ces molécules et de leurs indications et contre-indications. J'axe plutôt sur les principaux effets. Alors, les contre-indications des anticoagulants. Alors là, je vous liste les principales contre-indications. Les contre-indications absolues, c'est clair. Si c'est un patient qui, au jour J, où vous devez instaurer les anticoagulants, donc il fait une thrombose veineuse, mais en même temps, il saigne de quelque part, il est clair que vous n'allez pas instaurer des anticoagulants. C'est vrai que c'est un petit peu problématique, mais ces patients-là, par exemple, si c'est quelqu'un qui est victime d'un accident de la voie publique, qui est blessé et qui saigne, mais qui en même temps fait une thrombose veineuse, celui-là, je ne vais peut-être pas lui mettre d'anticoagulant parce que sinon, je vais accentuer le saignement et il va décéder. Si c'est quelqu'un qui a saigné de la tête, qui a fait un accident vasculaire cérébral, donc hémorragique, dans les 2 semaines qui précèdent, alors ça, c'est le cas vous voyez, c'est le patient qui a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral hémorragique, qui a saigné de la tête, qui est dans le coma, qui est hospitalisé en réanimation, qui est donc alité, et qui, par malchance, bien sûr, du fait de l'alitement, me fait une thrombose veineuse profonde. Alors là, ce n'est pas évident pour moi de mettre des anticoagulants pour traiter sa thrombose veineuse profonde, parce que dans le même temps, ce que je vais provoquer, c'est que je vais accentuer le saignement au niveau de la tête. Pareil, si dans les 3 semaines, c'est quelqu'un qui a été opéré de la tête, une intervention neurochirurgicale ou qui a eu un traumatisme crânien grave, parce que là, je risque de provoquer un saignement ou de majorer un saignement préexistant. Et puis, bien sûr, pour les héparines en général, quand c'est une personne qui a déjà reçu des héparines dans le passé pour une intervention chirurgicale ou autre, et qui a fait une chute du taux de plaquettes, parce que c'est ça le problème, c'est que les héparines induisent une thrombopénie. Alors, si c'est quelqu'un, par exemple, qui a été opéré 2, 3, 4 ans avant, et puis on lui a mis des HBPM en préventif pour éviter justement la thrombose veineuse,
Et hop, c'est quelqu'un qui nous fait une thrombopénie majeure. On arrête les HPPM à ce moment-là. Et puis, bon, 2 ans après, le monsieur, pour une raison X, me fait une thrombose veineuse profonde. Eh bien, celui-là, je ne pourrais pas lui mettre d'héparine parce qu'il y a une thrombopénie dans ses antécédents. D'autres contre-indications, celles-ci, elles sont relatives, c'est-à-dire qu'on va peser le pour et le contre, on va donner au patient, mais le surveiller de manière stricte. Eh bien, c'est des patients qui ont été récemment opérés. Si c'est des patients qui, dans les 15 jours, ont fait une hémorragie digestive ou qui actuellement font une tumeur cérébrale, parce que si on donne ce genre de médicament à quelqu'un qui a une tumeur cérébrale, eh bien, cette tumeur risque de saigner. C'est aussi une autre contre-indication relative, c'est quelqu'un qui fait de l'hypertension artérielle. Donc, si c'est quelqu'un qui fait de l'hypertension artérielle, hein, qui a des vaisseaux soumis à une certaine pression et à qui en même temps on va donner des anticoagulants, il peut peut-être saigner. Saigner, quand je parle de saigner, saigner de la tête. Ou encore, c'est quelqu'un qui fait une hématurie macroscopique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a déjà du sang dans les urines, ou bien qui a un ulcère digestif qui est évolutif. Donc, c'est quelqu'un chez qui on peut majorer l'hématurie, ou c'est quelqu'un chez qui on peut faire saigner l'ulcère. Donc, ça reste des patients où il faudra peser le pour et le contre de l'introduction de l'anticoagulation. Si on doit le faire, eh ben on le fait, sauf que le patient sera surveillé de manière très rapprochée. Alors, vous avez remarqué, on a parlé de tout ce qui est médicaments, c'est-à-dire héparine et anticoagulants. Mais il n'y a pas que ça pour traiter, pour gérer une thrombose veineuse profonde. Il y a autre chose, la contention élastique. La contention élastique, bien ce que vous appelez vous les bas de contention, eh bien, quand on les met, ça va serrer, ça va en même temps, les véritables bas de contention, ça va provoquer une sorte de, ça va, si vous voulez, un petit peu masser. Quand la personne les met et puis bouge, eh bien, ça va permettre une sorte de massage. Donc, si vous voulez, en massant, c'est comme si on massait, entre guillemets, le réseau veineux et on améliorait donc le retour veineux. D'ailleurs, c'est ce qui est préconisé chez les personnes qui ont des varices des membres inférieurs. Donc, ça permet, si vous voulez, pas tout seul, hein, en plus des anticoagulants, ça permet justement de faire disparaître un peu plus rapidement les symptômes. La mobilisation précoce, il est clair que pour régler tout ça, il faudrait aussi faire bouger le patient. Parce que quand on le fait bouger, eh bien, vous avez ces muscles qui vont faire de la contraction, extension. Et en faisant ça, eh bien, ça va provoquer justement le massage et donc, ça, si vous voulez, ça s'appelle la pompe musculo-veineuse. Les muscles vont frotter sur les veines et les veines vont chasser un peu plus facilement le sang vers le haut. Voilà. Donc, marcher, mobiliser précocement le patient, le lever de son lit, le faire bouger, fait que justement le muscle va se contracter, se relâcher, et c'est ce mouvement de flexion-extension, ce mouvement de contraction, excusez-moi, de contraction-relâchement du muscle qui va agir sur la veine et lui faciliter et permettre ce phénomène de chasse du sang veineux vers le haut. Voilà. Et éviter donc la stagnation de sang. Et puis il y a d'autres traitements, ça c'est des traitements un petit peu poussés. Et là, c'est des traitements où on va vers justement, ça va éviter justement que les caillots de sang ne migrent vers le haut, c'est-à-dire ne migrent vers la veine cave et donc vers le cœur droit, en plaçant des filtres. Alors ça, c'est de la chirurgie vasculaire, je vais rapidement passer dessus. C'est de la chirurgie vasculaire, on va mettre des sortes de filtres, hein, c'est comme des filets qu'on va mettre à l'intérieur des gros vaisseaux, notamment au niveau de la veine cave inférieure. Et donc, ça va éviter, ça va empêcher le passage du thrombus vers le haut, c'est-à-dire au-delà de la veine cave inférieure, c'est quoi? C'est le cœur droit. Et après le cœur droit, c'est l'artère pulmonaire et donc le risque d'embolie pulmonaire. Donc, on va éviter, empêcher ce caillot de franchir cette barrière-là grâce à ce filtre. Et puis, en même temps, c'est des personnes à qui on va mettre des anticoagulants. Alors là, c'est un peu particulier. C'est des patients qui font des thromboses veineuses à répétition, hein. Donc, ils font facilement des thrombus. Et donc, forcément, on aura beau mettre des anticoagulants, ça ne va pas régler des fois définitivement le problème. On va mettre des anticoagulants, mais en plus, nous assurer que les quelques thrombus qui se constituent ne migrent pas vers le cœur droit et donc vers l'artère pulmonaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un filet qui va les capter
On y mettra un filet pour bloquer leur passage au niveau de la veine cave inférieure. Et enfin, pour les gros thrombus qui vont réellement boucher la veine, on va aller sur la thrombectomie. Là aussi, c'est de la chirurgie vasculaire où on va aller ouvrir et enlever carrément le thrombus et dans les gros thrombus. Donc, en pratique, pour résumer, c'est héparinothérapie par HBPM. Quand il y a insuffisance rénale, on va donner plutôt une héparine non fractionnée, embolus puis à la seringue électrique. Dans les deux cas, il faudra surveiller le taux de plaquettes parce que le risque avec les héparines, c'est la chute du taux de plaquettes et donc là, il va y avoir un problème d'hémorragie. Bien sûr, on ne va pas arrêter les HBPM ou les héparines, si vous voulez, d'un coup, parce que là, il risque de récidive est là. Donc, on va faire un relais aux antivitamine K, mais le relais, comment on le fait? On va faire ce qu'on appelle un chevauchement. Je commence mes AVK, je suis sûre que je suis dans la posologie efficace, c'est-à-dire TP entre 25 et 35, INR entre 2 et 3, pour arrêter mes HBPM et laisser les AVK tout seuls. Bien sûr, mobilisation et bas de contention. Quant aux AVK, la durée de prescription des AVK, elle peut aller de 3 mois à 6 mois, voire 1 an, en fonction du type de patient, obèse ou pas, chirurgie lourde ou pas, cancéreux ou pas. Souvent, les cancéreux, on leur laisse ce type de médication à vie. Quand ils font des thromboses veineuses, on essaye de les laisser sous héparine, parfois même carrément sous héparine, à vie. Donc, ça sera en fonction du patient et ça sera les cardiologues qui discuteront de la durée de prescription des antivitamines K. Mais en moyenne, c'est 3 à 6 mois minimum de relais. Ça, c'est pour la thrombose. Alors, maintenant, si on ne traite pas la thrombose à temps ou on ne l'a pas vu, le caillot va migrer. Et quand il va migrer, comme vous le voyez ici sur ce schéma-ci, quand il va migrer, il va aller direct vers le cœur. En allant vers le cœur, il va aller où? Il va aller dans la vasculaire. Donc, regardez, de mollet, ça va monter vers la veine fémorale, veine cave inférieure, cœur droit, il va sortir du ventricule droit par l'artère pulmonaire pour aller, donc regardez l'artère pulmonaire, et de l'artère pulmonaire, ce caillot, tant qu'il peut avancer, parce qu'il n'est pas si gros que ça, tant qu'il peut avancer, il va avancer, jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il arrive au niveau d'une artériole où il ne pourra plus passer parce que l'artériole est de petit calibre. Et s'il bloque, par exemple, on voit sur ce schéma, s'il bloque ici, cette partie du poumon ne va pas être irriguée. Et si elle n'est pas irriguée en quoi? Elle n'est pas irriguée en sang veineux. C'est du sang riche en CO2. Plutôt, excusez-moi, en sang artériel, parce que c'est l'artère pulmonaire. Elle ne va pas être irriguée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sang riche en CO2 qui va arriver au niveau des poumons. Et s'il n'y a pas de sang qui va arriver au niveau de ces territoires pulmonaires pour déverser le CO2, il ne pourra pas non plus récupérer de l'oxygène. Et le patient va passer en quoi? Il va passer en hypoxie. Et s'il passe en hypoxie, il va en mourir. Plus d'autres soucis par ailleurs, on va en parler dans un moment. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on fait une embolie pulmonaire? C'est toutes les causes d'une thrombose veineuse profonde qui vont aboutir à une embolie pulmonaire si on ne détecte pas à temps la thrombose veineuse profonde. Je ne dis pas que toutes les thromboses veineuses profondes arrivent à l'embolie, parce qu'il y a des caillots qui finissent par se dissoudre, mais globalement, quand on a un gros thrombus au niveau d'un membre inférieur, ce thrombus va migrer, parfois migrer et aller vers la circulation pulmonaire et provoquer donc l'embolie. Donc, ce sont toutes les pathologies obstétricales, césariennes, accouchements, avortements, toutes les grosses chirurgies, orthopédie, traumatologie, chirurgie du cancer, toutes les pathologies cardiaques, les affections cancéreuses. Et puis, il y a certains qui font ce qu'on appelle les thromboses veineuses idiopathiques. Ce sont des personnes idiopathiques, c'est-à-dire sans cause connue comme ça. Ce sont des personnes qui ont cette tendance à fabriquer, entre guillemets, des thrombus. Et puis, en fait, souvent, c'est qui? Ce sont ces gens-là, ce sont des gens qui ont cette balance entre procoagulation, anticoagulation un petit peu précaire. C'est des patients qui ont des maladies rares, je vais vous passer sur ces maladies, mais si vous voulez, c'est des patients qui vont avoir tendance à un petit peu trop facilement coaguler. Pour peu qu'il y ait un alitement,
pour peu qu'il y ait effraction vasculaire, pour peu qu'il y ait intervention chirurgicale, eh bien, il va y avoir cette tendance à la coagulation et donc à la constitution d'un thrombus qui va par la suite migrer et aller vers l'embolie pulmonaire. Donc, voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, donc, je me répète encore, notre veine des membres inférieurs, elle est là, chargée avec son thrombus. Alors, le sang avec son thrombus va se balader, va monter donc dans la veine cave inférieure, oreillette droite, ventricule droit, artère pulmonaire, tac, vascularisation pulmonaire. Et là, bien sûr, à un moment donné, le caillot, il est bloqué, tac, il bloque, et quand il bloque, eh ben, tout le sang qui vient derrière, il ne pourra pas passer. Voilà. C'est vrai qu'il restera quelques zones il y a des zones du poumon qui sont perméables, donc il y aura un échange oxygène-CO2, mais après, plus le thrombus est gros, plus, je reviens ici, plus le thrombus est gros, parce que vous savez, il y a des thrombus qui peuvent obstruer, attendez si j'arrive à voir la flèche, qui peuvent obstruer, parce qu'ils sont petits, ils vont obstruer des petites artérioles. Mais si le thrombus est un peu plus gros, eh ben, il va m'obstruer ici. Et plus donc il est gros, plus il va m'obstruer une grosse artère, et plus l'artère, plus le calibre de l'artère est gros, plus le parenchyme pulmonaire privé de sang ben, va être plus important. Donc, ça va être quoi? Ça va être quelqu'un qui va faire de la dyspnée, forcément parce qu'il y a un territoire pulmonaire qui est amputé, si vous voulez, des échanges gazeux oxygène-CO2. Le patient peut vous décrire une douleur au niveau du thorax, une toux, il peut cyanoser parce que forcément, comme le sang ne déverse pas sans CO2, il ne va pas récupérer d'oxygène. Hein. Il va faire un état de choc, et je vais vous expliquer pourquoi, une sorte d'anxiété inexpliquée, un OAP, et dans les pires des cas, une mort subite. En fait, il peut faire il peut avoir, comment vous dire, une symptomatologie clinique très variée. C'est toute la difficulté justement du diagnostic de l'embolie pulmonaire, mais là, ça ne vous concerne pas vraiment, mais juste que je vous dis que faire le diagnostic d'une embolie pulmonaire pour nous cliniciens reste quand même assez difficile, c'est-à-dire c'est avec l'expérience qu'on arrive à déceler ces patients-là. Alors, justement, l'examen clinique est pauvre, il peut nous faire une chute tensionnelle, il peut nous faire de la tachycardie, il peut nous faire de la cyanose, etc. Alors, sur les examens paracliniques, quand on voit un malade pareil, nous on lui fait un ECG, alors parfois on ne trouve rien, parfois on trouve des troubles du rythme. On fait la biologie, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait les dédimères, à moins de 500, il n'y a pas de thrombus, et s'il n'y a pas de thrombus, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Par contre, à plus de 500, ça peut être une embolie pulmonaire, mais pas que, parce que les patients qui peuvent vous faire de 5 des patients qui font une embolie pulmonaire, ça peut être des patients qui font un traumatisme, parce qu'il dit traumatisme, dit automatiquement saignement, et qui dit saignement dit automatiquement coagulation pour arrêter le saignement. Et qui dit coagulation pour arrêter le saignement dit, dans la cascade de notre hémostase, à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a la fibrinolyse avec constitution de thrombose veineuse profonde. Alors, ensuite, on a d'autres examens paracliniques qu'on fait. Alors, c'est quoi, par exemple? C'est le scanner. Alors, on fait un scanner thoracique et on va les totalité de la le soir. Je reviens à cette image-là. Hop. Alors, je reviens ici. Regardez, quand je fais mon scanner, mon angioscanner, le scanner, qu'est-ce qu'il me montre? Eh bien, il va me montrer tout ça artériel. Il va me montrer un produit de contraste dans la veine. Et ce produit de contraste va se balader dans tout le réseau veineux. Et en fait, il va être contraste. Qui est automatique produit de contraste ne va pas passer. Donc, du coup, au scanner, sur le cliché scanographique, j'ai toute cette partie-là que je ne vais pas voir sur le cliché du scanner. Alors, par ici, je vais avoir les mêmes images que ça. C'est-à-dire la même image que j'ai ici, je vais la voir de ce côté-ci, sur tout le poumon, parce que toute cette partie de la vascularisation est perméable. Donc, là où j'ai mon thrombus, ça bloque le passage du sang,
Ça va bloquer le passage du produit de contraste. Donc, c'est cette zone-là que je ne vais pas voir au scanner. Et si vous voulez, c'est cet examen qui nous permet d'avancer, de dire c'est une embolie pulmonaire. Alors, ce qui vous intéresse, c'est traiter. Alors, comment traiter ça? Vous le devinez, il y a un thrombus, il faut que je le dissoudre. Il faut le dissoudre. Bon, le dissoudre, quand le thrombus arrive dans le poumon, le problème, c'est que le patient risque d'en mourir parce que là, il y a une privation, donc il y a une partie du poumon qui n'est pas irriguée en sang. Et rappelez-vous, vous avez la partie vaisseau, et puis vous avez l'interface. En face, vous avez quoi? Vous avez l'alvéole. L'alvéole, c'est quoi? Ben, c'est ce qui va nous ramener de l'oxygène. Donc, on inspire, l'oxygène rentre, arrive au niveau. Le sang va envoyer le CV. Donc, s'il n'y a pas ces échanges qui se font, ben, la personne risque d'en mourir. Et je voulais avoir une grosse artère qui va être bouchée. Et quand la grosse artère est bouchée, en aval, qu'est-ce qu'on a? Un problème de vascularisation de poumon et donc de problème d'irrigation. Et donc, plus le thrombus est gros, plus l'artère, enfin le vaisseau obstrué est gros, plus la zone du poumon qui va être exclue des échanges gazeux va être importante. Et plus cette zone de ce territoire pulmonaire est important, plus le risque de décès du patient est grand. Donc là, il faut aller vite. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des embolies pulmonaires qui ne sont pas méchantes, entre guillemets, je dirais qui ne sont pas massives, et puis des embolies pulmonaires qui sont dites massives. Alors, comment le savoir? Nous, les cliniciens, avec les radiologues, etc., on a une sorte de score. Et ce score, il y a l'âge du patient, il y a le sexe, il y a les antécédents, il y a les images scanographiques, il y a les signes cliniques. Il y a tout ça qui nous permet donc de scorer le patient, et ça nous donne un chiffre à partir duquel on va dire oui, c'est une embolie pulmonaire grave, non, ce n'est pas une embolie pulmonaire grave. Alors, quand c'est une embolie pulmonaire qui n'est pas massive, c'est-à-dire le patient ne va pas en mourir de suite, là, on peut se permettre d'agir avec des anticoagulants, comme dans la thrombose veineuse. Ça va demander 24-48 heures pour que ça agisse de manière très efficace, mais dans les 24-48 heures, le patient ne va pas mourir, quoi. Ce n'est pas une embolie pulmonaire qui va le tuer. Ce qu'il y a, c'est qu'on va quand même instaurer nos anticoagulants. Alors, c'est le même principe, c'est pareil que pour la thrombose veineuse. Ça va être soit des héparines, soit des héparines bas poids moléculaires, soit c'est des héparines non fractionnées. Dans les deux cas, il faut surveiller le taux de plaquettes. Et puis, bien sûr, si on a un patient en insuffisance rénale, il faudra éviter de donner des héparines bas poids moléculaires et aller sur les héparines non fractionnées. Le relais, bien sûr, avec les antivitamines K, c'est le même principe. Alors, les héparines, vous les contrôlez avec le TCA et les antivitamines K avec le TP et l'INR. Alors, comment on fait? On suspecte notre embolie pulmonaire. Bon, elle n'est pas massive apparemment, on la suspecte, elle n'est pas confirmée. Bon, on va céder des examens scanners, etc. On va commencer les héparines. Je répète, HBPM, si insuffisance rénale, HMF. Pour être sûr qu'on est en hypocoagulabilité, que notre sang est vraiment hypocoagulé, il faut que le TCA du patient soit égal à 2-3 fois le témoin, alors que dans la thrombose, c'était 2 fois. Là, on va faire en sorte que notre sang soit un peu plus hypocoagulé. Donc, comme ça, on donnera, ce thrombus va se dissoudre un peu plus rapidement, parce que là, on est vraiment dans le poumon, hein, il faut faire vite. Donc, on fait héparine avec un TCA 2 à 3 fois le témoin, donc on va bien hypocoaguler notre patient. Bien sûr, dans le même temps, on va essayer de commencer les AVK et on va essayer de commencer les AVK dès les premières 24 heures pour avoir le temps de trouver la bonne dose de syntron. Bien sûr, INR entre 2 et 3, TP entre 25 et 35. Donc, là, je fais mon héparine. J'essaye de faire en sorte d'avoir je dois avoir un TCA 2-3 fois le témoin pour être sûr d'être efficace. Dès les premières 24 heures, je commence mes AVK et progressivement, au fur et à mesure, je vais arrêter mon héparine pour ne laisser que les AVK au bout du 5e jour à peu près. Voilà. Au bout du 5e, 6e jour,
Généralement, ça rentre dans l'ordre. Donc, j'arrête mes héparines et je laisse tranquillement mes AVK. Après ces AVK, je ne vais pas les garder 1 mois, 2 mois. Minimum, c'est 6 mois parce que non seulement il y a eu un thrombus, mais en plus, il a migré vers les poumons. Donc là, c'est un peu plus dangereux. Donc, j'essaye de limiter les dégâts, d'éviter une récidive en faisant en sorte donc, de garder mes antivitamines K au moins 6 mois. Alors, 6 mois, si moi je garde mes AVK 6 mois, quand je sais que c'est le fameux patient dont vous avez parlé, un petit peu obèse, andouillé, qui est parti un peu ondulé, qui a fait une stase veineuse, il a été opéré récemment, par exemple fracture du fémur, il a eu un plâtre, il est resté alité longtemps, donc celui-là, il m'a fait sa thrombose, avec le risque bien sûr, il m'a fait une embolie pulmonaire non massive, ok? Donc je mets mes héparines, je fais mon relais aux AVK, et après j'arrête au bout de 6 mois. Oui, pourquoi j'arrête au bout de 6 mois? Parce que la cause, elle a été identifiée, c'est parce que le monsieur a fait sa fracture et parce qu'il a été immobilisé. Par contre, quelqu'un qui sans raison particulière, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de facteur déclenchant, il me fait une thrombose et ensuite pire, il me fait une embolie pulmonaire. Alors là, je n'ai pas de facteur déclenchant vraiment. Là, carrément, je vais aller sur 12 mois de traitement pour être sûr qu'il ne me fasse pas de récidive précocement. Après, bien sûr, si c'est quelqu'un qui a un cancer et qui me fait une embolie pulmonaire, il faut savoir que les cancéreux ont tendance à fabriquer des thrombus. Alors celui-là, s'il est arrivé au stade de me faire une embolie pulmonaire, celui-là, je vais le garder sous héparine bas poids moléculaire, même pas sous AVK, mais ça va être plutôt des héparines bas poids moléculaires au long cours. Bien sûr, la contention élastique est obligatoire. Les bas de contention, c'est obligatoire parce que le point de départ, c'est quoi? C'est le petit thrombus qui s'est formé au niveau du mollet. Donc, anticoagulant, contention élastique. Les contre-indications des anticoagulants, dans l'embolie pulmonaire ou dans la thrombose veineuse profonde, c'est pareil, ça ne change pas. Les anticoagulants sont les mêmes, donc c'est les mêmes contre-indications absolues et relatives. Maintenant, si effectivement j'ai un souci parce que le malade fait de la thrombopénie à cause du traitement anticoagulant ou qu'il a récidivé de nouveau, c'est que peut-être en fait c'est quelqu'un qui me fabrique beaucoup de thrombus. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord enlever le thrombus par voie chirurgicale, la thrombectomie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, ce qu'il y a de mieux à faire aussi, c'est placer un filtre à ce niveau-là, donc un filtre cave au niveau de la veine cave inférieure, pour éviter que ces thrombus n'aillent plus haut, c'est-à-dire vers le cœur droit, et du cœur droit vers l'artère pulmonaire, et donc vers la vascularisation pulmonaire. Donc, dans les embolies pulmonaires non massives, c'est quasiment la même manière de faire que dans les thromboses veineuses profondes, sauf que là, je vais chercher à avoir un TCA, pas à 2 fois le témoin, mais 2 voire 3 fois le témoin, c'est-à-dire un sang un peu plus hypocoagulé. Et puis mon relais aux AVK, je le débute assez précocement pour avoir le temps d'avoir une juste dose de Syntron. Les héparines, je les garde au minimum 5-6 jours. Je fais entre-temps mon relais. Il y a une régression de la symptomatologie, une chute de mes dédimères, le malade se porte mieux, il respire mieux, je peux même faire un autre contrôle scanographique. C'est bon, j'arrête mes héparines et je laisse juste mes AVK. Maintenant, si c'est une embolie pulmonaire qui est massive, c'est-à-dire avec gros signes de gravité, là encore, on a des scores, nous les médecins, qui nous permettent de dire que c'est une embolie pulmonaire grave ou pas. Alors là, il faut agir très rapidement, c'est-à-dire dans l'heure qui suit ou dans les 2-3 heures qui suivent. Hein. Et à ce moment-là, on ne peut pas se permettre de mettre juste des héparines. Hein, parce que si on veut mettre des héparines, c'est 24, 48 heures, 72 heures pour être sûr que ça a agi. Donc là, il faut aller carrément détruire le plus rapidement possible ce caillot qui se trouve dans le poumon, dans la vascularisation pulmonaire. Et bien comment? En utilisant des fibrinolytiques. Et comme fibrinolytique, je vous ai mis l'actylyse, on a la métallyse, etc. Donc, on va agir avec de fibrinolytique, lequel va carrément détruire, désagréger ce caillot. Alors, on donne de l'actylyse, on donne 100 mg en perfusion sur 2 heures.
Bon, c'est très bien, ça va désagréger notre caillot, mais on ne se contente pas de ça. On fait notre fibrinolyse, parce que là, c'est vraiment la grosse, on a sorti l'artillerie lourde, mais juste après, on va faire aux héparines. Alors, idéalement, on va aller sur de l'héparine non fractionnée, bon, sinon des HBPM, mais idéalement, si on a des HNF, on va aller sur des héparines non fractionnées, avec une dose de charge de 80 unités kilo, puis 18 unités kilo par heure. Bien sûr, encore faire notre TCA. Et 2 à 3 mois. Et bien sûr, après les héparines, on va penser à mettre des AVK. Juste un mot pour les fibrinolytiques. Alors là, je vous ai mis, excusez-moi, là, je vous ai mis juste un résumé, si vous voulez, des étapes de l'hémostase. Alors, vous avez l'hémostase primaire avec les plaquettes qui se mettent ensemble et qui font le thrombus. Après, vous avez les facteurs de la coagulation et la fibrine. Après, bien sûr, cette fibrine, on va la désagréger. Donc, en fait, les fibrinolytiques vont agir à ce niveau-là. Excusez-moi, je cherche. Voilà. C'est à ce niveau-là, c'est sur ce caillot que les fibrinolytiques vont agir. Comment? Eh bien, en faisant ce qu'on appelle de la fibrinolyse. Vous avez la fibrinolyse physiologique, mais là, on va taper fort et rapidement en donnant les fibrinolytiques. Et là, bien sûr, cette fibrinolyse, donc, elle va activer donc le plasminogène en plasmine, et c'est cette plasmine qui va dégrader la fibrine et automatiquement détruire le caillot. Cette histoire de plasminogène qui est transformé en plasmine et la plasmine qui dégrade la fibrine et qui va détruire donc le caillot, ça existe dans notre hémostase, hein, c'est physiologique. Sauf que là, on a besoin d'aller vite et de manière efficace sur un thrombus qui est là, qui obstrue la vascularisation au niveau pulmonaire. Donc, on va agir par un moyen médicamenteux efficace et rapide, ça va être les fibrinolytiques. Sauf que, en désagrégeant de manière aussi spectaculaire notre caillot, c'est-à-dire on va induire une hypocoagulation terrible, le gros risque c'est quoi? C'est le saignement. Et essentiellement où? Au niveau du cerveau. Le gros souci avec ces patients-là, c'est que heureusement que ce n'est pas fréquent, mais il faut le savoir, en donnant des fibrinolytiques, parce que ce n'est pas rien un fibrinolytique, eh ben, en induisant une fibrinolyse aussi importante, on peut provoquer, de par cette hypocoagulation très importante, un saignement au niveau du cerveau et on va avoir un patient qui présente un problème d'hémorragie cérébrale. Deuxième souci des fibrinolytiques, c'est le risque allergique. Alors, les contre-indications des fibrinolytiques, bon, bien sûr, il est clair que tout ce qui saigne est une contre-indication absolue. Alors, tout ce qui saigne, que ce soit une hémorragie active qu'on voit, que ce soit une hémorragie dans le cerveau, donc un traumatisme crânien, une tumeur cérébrale, de savoir une tumeur cérébrale avec un fibrinolytique, ça, déjà, c'était une contre-indication relative, les héparines, mais les fibrinolytiques, ça reste une contre-indication absolue. Un patient avec une tumeur du cerveau qui nous fait une embolie, on ne peut pas lui utiliser chez lui des fibrinolytiques parce qu'on va faire saigner sa tumeur et là, ça peut le tuer aussi. Et puis, bien sûr, tout traumatisme crânien récent parce qu'on va le faire saigner dans sa tête. Les contre-indications relatives, eh ben, c'est une chirurgie majeure, c'est un traumatisme, c'est un acte neurochirurgical dans le mois qui a précédé. Regardez, alors que là, tout à l'heure, avec les héparines, on parlait de semaines. Regardez, quelqu'un qui s'est fait opérer un mois avant de son cerveau ou même de son œil, eh ben, on ne peut pas lui donner de fibrinolytique parce que c'est tellement puissant que ça peut le faire saigner dans l'œil ou dans la tête. Vous voyez? Pire, une hémorragie digestive restait une contre-indication relative d'utilisation des anticoagulants dans le mois qui précède. Eh ben, avec les fibrinolytiques, c'est tellement puissant que si c'est quelqu'un qui a saigné de son tube digestif dans les 6 mois avant, eh ben, on ne peut pas utiliser de fibrinolytique. Bien sûr, quelqu'un qui est hypertendu avec une hypertension artérielle non équilibrée, quelqu'un qui fait une thrombopénie, quelqu'un qui fait de la rétinopathie, une femme enceinte, ça reste des contre-indications relatives à l'introduction des fibrinolytiques. C'est-à-dire que là, il faudra peser le pour et le contre, bénéfice-risque. En plus des fibrinolytiques, parce qu'il faut savoir que ces embolies pulmonaires massives, c'est des patients qui généralement sont dyspnéiques, ils sont en état de choc, ils ont du mal à respirer, ils sont peut-être inconscients, ils ont un cœur qui peut-être va s'arrêter.
Donc là, c'est des patients qu'on prend en charge en réanimation, en fait. Donc, c'est des patients chez qui peut-être on va devoir instaurer une ventilation artificielle. C'est juste pour que vous le sachiez. Hein. C'est des patients dont le cœur ne va pas bien, comment dire, se contracter, donc il faudra aider le cœur. Et puis, essayer d'augmenter la tension artérielle, parce que c'est des patients qui sont souvent en état de choc. Donc, ce sont toutes les mesures de réanimation en plus du traitement anticoagulant qui sera donc à base d'abord de fibrinolytiques, puis relais aux héparines non fractionnées, bien sûr relais quand le patient s'en sort, aux antivitamines K. Alors, il faut savoir qu'une embolie, ça peut tuer. Un quart des patients qui font des embolies meurent. Bien sûr, des embolies qu'on arrive à diagnostiquer, parce qu'il y a des embolies c'est en post-mortem qu'on se rend compte que c'est une embolie. Parce que, effectivement, cliniquement, ça reste très difficile à diagnostiquer. Alors, les facteurs de risque, c'est les facteurs de risque des patients qui nous font des thromboses veineuses profondes, globalement. La récidive est possible. Hein, quand on fait une première embolie pulmonaire, on peut la refaire. Hein. Et puis, bien sûr, le risque, c'est les complications hémorragiques après fibrinolyse. La fibrinolyse, c'est très bien. Enfin, les fibrinolytiques, c'est très bien. C'est très efficace, c'est radical, sauf que de l'autre côté, le versant autre, c'est qu'à l'opposé, on peut avoir quelqu'un qui va saigner du cerveau et donc avoir quelqu'un avec une hémorragie cérébrale, voire même un coma, et on peut même en mourir. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire pour l'embolie pulmonaire. Alors, il est 15h53. Si j'avais commencé plus tôt, j'aurais entamé le deuxième cours sur l'hypertension artérielle, donc lequel je vous le ferai la semaine prochaine. Et je vais essayer d'être un peu plus brève pour pouvoir vous faire 2 cours en une seule séance. Ça va pas être très évident, mais je vais essayer de faire ça. Alors, il nous reste 5 minutes. S'il y a des questions, attendez. Alors, je vais vous mettre le chat. Vous pouvez débrancher vos micros si vous voulez. Enfin, branchez vos micros et parlez si vous voulez. Ah oui, alors, quelqu'un me dit, alors pour la coupure, le son, ce n'est pas de ma faute, c'est une histoire de héparine non fractionnée. Ça, c'est de la pharmaco. Normalement, c'est ce que vous devez faire en 3e année. C'est-à-dire que là, ce que je dois vous faire, c'est lister les traitements et vous dire qu'est-ce qui doit être mis quand et comment. Maintenant, c'est de la pharmacologie, les héparines non fractionnées. Alors, pour le TCA, là encore, c'est le temps de céphaline activé. Certains disent TCK. Alors là, je vous renvoie à votre bilan d'hémostase. Alors, je vais essayer de vous trouver, quoique j'ai préparé la plaque parce que j'étais presque sûre que vous alliez me poser cette question. Alors, si l'on regarde bien, si vous avez la plaque, vous la regardez? Est-ce que vous arrivez à lire la plaque? Oui, non? Alors, sur cette plaque-là, vous avez donc la voie exogène et la voie endogène de la coagulation. La voie exogène, c'est le facteur 7 et la voie endogène ici. Après, vous avez donc tout ça qui se conjugue, voie commune. Vous avez le facteur 2 qui se transforme en 2A, prothrombine en prothrombine activée, qui va activer le fibrinogène en fibrine, et ensuite donner le caillou. Alors, juste pour... voilà. Alors, le TCA, c'est quoi? C'est le temps de céphaline. Je vais répondre dans cette... excusez-moi, je termine avec les TCA. Alors, le TCA, c'est le temps de céphaline activé. Le temps de céphaline activé vous explore la voie endogène, c'est-à-dire les facteurs 8, 9, 11 et 12. Parce qu'en fait, les héparines agissent sur ce versant de l'hémostase. Les héparines agissent sur ce versant de l'hémostase. Ils n'agissent pas de ce côté. Donc, s'ils agissent sur ce versant de l'hémostase pour entraîner une hypocoagulation, cela veut dire forcément que je dois explorer ce côté de l'hémostase pour dire si le sang de mon patient est hypocoagulé. Et la voie endogène de l'hémostase est explorée grâce au temps de céphaline activé. Ça, c'est vos cours d'hémostase. D'accord? Voilà. Alors, la notion
Les dédimères sont là. Le fibrine, alors silence de la fibrine. Et cette fibrine, donc c'est ce qui va envelopper, c'est ce qui va finir par donner le caillot. Mais le caillot après ne reste pas caillot. Le caillot se détruit, il est désagrégé. Alors quand il est désagrégé grâce à quoi? Hop, je reviens à cette plaque-ci. Le caillot, quand il se forme, il y a de la fibrine, il y a des plaquettes et il y a des facteurs de la coagulation. Donc vous avez d'abord des plaquettes qui se ramassent entre elles, après qui agrègent entre elles, après vous avez des facteurs de la coagulation autour, après vous avez donc la fibrine qui se forme et tout ça c'est le caillot. Sauf que ce caillot, il va à un moment donné commencer à s'effriter. Mais il va s'effriter comment? Il va s'effriter parce qu'il va y avoir la fibrinolyse. Ce qu'on appelle la fibrinolyse, c'est-à-dire la destruction de la fibrine. Comment cela se passe? Vous avez le plasminogène, donc ça c'est la cascade de la coagulation que je vous ai montré tout à l'heure. Le plasminogène est activé en plasmine et la plasmine va dégrader la fibrine. En dégradant la fibrine, les produits de dégradation, les déchets, les produits de dégradation de cette fibrine qui entourait le caillot, c'est ce qu'on appelle les produits. Ça veut dire que derrière quoi? Il y avait de la fibrine. S'il y avait de la fibrine, ça veut dire qu'il y a un caillot, sauf qu'ils crepillent, ils sont infiniment petits. Vous vous donnez un coup, vous vous asseyez, vous avez des zones, pas vous vous asseyez, vous avez des zones d'appui, des zones où vous. Là où il y a des micro-traumatismes que vous ne voyez même pas, que vous ne ressentez même pas des fois, passer inaperçu, vous avez un petit bleu d'ailleurs. Vous avez des micro-traumatismes, vous avez forcément une hémostase qui s'enclenche. Quand l'hémostase s'enclenche, il y a automatiquement, quand il y a hémostase qui s'enclenche, il y a automatiquement formation de caillots, donc formation de fibrine. Mais la fibrine ne reste pas constante, elle va être dégradée par la plasmine. Et la plasmine, en dégradant la fibrine, elle va donner des produits de la dégradation de la fibrine. Donc, il n'y a pas que la thrombose veineuse ou l'embolie pulmonaire qui est à l'origine de la formation de l'existence de dédimères. Il y a tout ce qui peut, il y a tout le reste, il y a les traumatismes, il y a l'inflammation, même quand il y a de l'inflammation, une pathologie rhumatismale, il y a formation donc de fibrine, il y a formation de produits de dégradation de la fibrine et il y a production de dédimères. Alors, est-ce qu'il y a interaction en cas d'association AVK avec les antibiotiques? Alors, je pense qu'il y a un antibiotique, mais franchement, il faudrait que je voie, je vais vérifier. Je prends cette question en considération. Bon, je sais que les AVK, il y a interaction entre les AVK et certains aliments qu'on consomme tous les jours, tels que les fèves, etc. Donc, qui potentialisent l'action des AVK. Mais dans les antibiotiques, il faudrait que je vérifie, que je ne vous raconte pas d'histoire. Alors, la lésion causée par l'embolie pulmonaire irréversible ou pas? Oui, parce que ça va vite. Vous savez, soit l'embolie pulmonaire est massive, donc il y a parce qu'en fait, il faudrait que vous compreniez une chose. Quand il y a exclusion de ce territoire vasculaire que vous avez vu en gris, quand vous avez vous avez cette partie du poumon qui est en gris, ce n'est pas qu'elle est détruite, c'est qu'elle n'est pas arrosée. Il n'y a pas de sang qui arrive pour l'arroser, c'est tout. Donc, si vous détruisez le thrombus, eh ben, il y aura du sang qui va venir arroser ce territoire. Voilà, tout simplement. Alors, le diagnostic et la paraclinique de l'embolie pulmonaire. Alors, parce qu'il y avait le sang qui se coupait. Le diagnostic, alors la clinique et la paraclinique, je vais vous dire, le diagnostic clinique, même nous, médecins cliniciens, ce n'est pas évident pour nous d'avoir un diagnostic sûr juste par la clinique. Ça peut être quelqu'un qui est juste essoufflé. Ça peut être quelqu'un qui a une cyanose des lèvres et des extrémités. Ça peut être quelqu'un qui est dystéique. Ça peut être quelqu'un qui vous dit « j'ai une sensation d'angoisse ». Ça peut être ça. Ça peut être une simple toux. Voyez? Et puis, ça peut être quelqu'un qui est inconscient. Parce que vous avez vu là où il y a le territoire qui n'est pas perfusé. Donc, il y a un problème d'échange oxygène-CO2. Donc, s'il ne dépose pas le CO2, il ne récupère pas l'oxygène. Et s'il ne récupère pas suffisamment d'oxygène, il va passer en hypoxie. Et deux des principaux organes qui vont souffrir d'un appauvrissement en oxygène, c'est le cœur et le cerveau. Et c'est pour ça que le malade peut sombrer dans le coma ou peut faire un arrêt cardiaque. Parce qu'un cœur, pour qu'il fonctionne, il lui faut de l'oxygène. Pour la paraclinique, il y a les dédimères, je viens d'en parler.
Puis, il y a un truc très intéressant, encore faut-il que l'état du patient, quand il arrive aux urgences, nous permette de lui faire cet examen, c'est le scanner. Le scanner thoracique, c'est pas voir les poumons, c'est voir la vascularisation du poumon. Donc, on va injecter un produit de contraste qui va aller dans les veines et qui va aller diffuser dans le réseau veineux au niveau pulmonaire, au niveau du réseau vasculaire, au niveau du poumon. Là où il y a du sang, là où il le produit de contraste. Là où il n'y a pas le sang, il n'y aura pas de produit de contraste. Et sur l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, attendez que je la trouve. Hop, attendez que je cherche. Alors, voilà. Voilà. J'enlève le truc du... Zut. Excusez-moi. Voilà. Sur le... Ici, par exemple, si je vous montre ça, là, il n'y a plus de sang qui passe. Donc, il n'y aura pas de produit de contraste. Et donc, Heidi au scanner ne va pas paraître. Ce qu'on va avoir, c'est une belle arborescence comme ça, un peu pas bleue, un peu partout. Vous allez avoir une belle arborescence blanche qui va aller un peu partout par là, parce que bon, là, c'est... Donc là, là où il y a du sang, il y aura du produit de contraste. Mais comme là, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de produit de contraste, c'est un territoire qui va être exclu, tout simplement, de l'image au scanner que va nous donner le radiologue.